Les fonds marins fascinent les hommes depuis des siècles, pour leur beauté et pour leur mystère. Car au-delà de 1000 mètres de profondeur, c'est le règne de l'obscurité, du grand froid, des hautes pressions et de beaucoup d'inconnus. On connaît que 2 à 3% de toute la biodiversité marine. On est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. Donc il serait temps aujourd'hui qu'on assume ce rôle d'exploration, d'aller découvrir les richesses qui sont là dans ces kilomètres et des kilomètres de profondeur. Depuis le 19e siècle, nous savons que le fond des océans est riche de milliards de tonnes de métaux tels que le fer, le cuivre, le nickel ou le cobalt. Des métaux devenus indispensables pour la transition énergétique. Et donc pour nous permettre de nous passer des énergies fossiles et de limiter le réchauffement climatique. De quoi créer les convoitises de nombreux pays et entreprises. Mais qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu la plus complète une part si importante du globe? Et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares. Une zone en particulier attire l'attention de tout le monde. Les fonds marins situés entre les îles Clarion et Clipperton, qui regorgent de nodules polymétalliques, des rochers ronds de la taille d'une pomme de terre et riches en métaux. Selon le droit de la mer, cette zone se situe dans les eaux internationales, c'est-à-dire qu'aucun pays n'a l'exclusivité de son exploitation, contrairement aux zones économiques exclusives, qui sont les territoires maritimes situés à moins de 200 000 nautiques des côtes d'un territoire. Pour éviter les conflits, l'ONU a confié à l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, la gestion des permis d'exploration et la mission de rédiger un code minier. Mais les pays n'ont pour l'heure pas réussi à se mettre d'accord. Dans les différents pays qui ont des permis dans la zone de Clarion-Clipperton, il y a des pays du Pacifique, donc qui sont des petits pays avec des ressources financières très faibles, qui sont par contre des pays avec des grandes zones économiques exclusives. Parmi ces pays, il y a Nauru. Alors Nauru, c'est un cas très particulier parce que c'est un pays qui, quelque part, a été totalement dévasté par l'exploitation minière terrestre des phosphates depuis le début du XXe siècle. C'est un État qui est à la recherche de nouvelles rentes. La rente du phosphate s'est épuisée depuis longtemps. C'est vraiment une logique rentière, une logique de recherche de revenus. Et pour accélérer les choses, Nauru a utilisé une faille juridique qui donne à l'AIFM jusqu'au mois de juillet 2023 pour établir son code minier. Sans quoi, le pays aurait le droit d'exploiter ses zones d'exploration. Il apparaît très clairement qu'il n'y aura pas de code minier à cette date-là. Après, les experts juristes sont manifestement dans des conflits d'interprétation sur qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir laisser libre cours à l'exploitation même si le code minier n'est pas là? Quelles sont les dispositions transitoires qui permettent de le faire? La perspective de voir l'extraction minière des grands fonds démarrer dès cette année inquiète les militants écologistes qui réclament régulièrement au moins un moratoire. Comme ici, en marge du sommet de l'ONU sur les océans à Lisbonne l'an dernier. La vie de la planète est totalement liée aux océans. Et je voudrais que l'exploitation minière des fonds marins soit absolument interdite partout dans le monde. Le robot qui sera envoyé au fond de l'océan pour arracher les matières du plancher et les expédier à la surface détruira nécessairement des écosystèmes sous-marins dont on ignore presque tout. Quand on commence à extraire des minéraux d'une montagne, l'aspect de cette montagne, après, on sait très bien ce que ça donne. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent au fond de la mer. Ce sera exactement la même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vision suffisante de ce qu'il y a ailleurs dans les zones pleines abyssales pour pouvoir savoir quel sera l'impact en termes de biodiversité sur de l'exploitation minière à cet endroit-là. Parce qu'on ne sait pas si les organismes qui sont là, ils ne sont présents que là, est-ce qu'ils sont présents ailleurs et quelles vont être les interactions. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment un problème de déficit de connaissances. Et l'activité minière, en retournant les sols, va également soulever des nuages de poussière. Ces nuages de poussière qu'on va émettre, où est-ce qu'ils vont se déplacer en fonction des courants? Qu'est-ce qu'ils vont impacter? On ne sait pas trop. Donc voilà, ça fait partie aussi des gros problèmes potentiels, mais qui sont très difficiles à discuter parce que en vérité, on ne connaît pas quelles seront les technologies qui vont être mises en place. Plus de 5000 créatures jusque-là inconnues ont été collectées par les biologistes dans la seule zone de Clarion-Clipperton ces 50 dernières années.
Les décrire et les répertorier demandent du temps et des compétences qui se font de plus en plus rares. Un angle mort des plans de financement de la recherche qui misent davantage sur les startups et l'innovation. Dans ces grands plans, on nous met en avant la technologie avant tout. C'est-à-dire que la technologie, c'est la réponse à tout. Or, on voit bien que le problème de l'avancée dans la connaissance, c'est qu'à un moment, il faut du jus de cerveau. Il faut des gens qui réfléchissent, qui regardent les organismes et qui fabriquent des connaissances scientifiques. Pour la biologiste, la science ne peut pas apporter de réponse objective, surtout à une question qui ne se limite en réalité pas aux risques écologiques. C'est une question sociétale plus large que simplement ce que nous, les biologistes, on peut dire, parce qu'effectivement, la question que la société doit se poser, c'est pourquoi on a besoin d'autant de ressources minérales? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir besoin d'autant? Parmi les pays de l'Union européenne, la France est un cas un peu particulier. En effet, elle possède, grâce à ses territoires d'outre-mer, la deuxième plus grande superficie maritime au monde, loin devant la Russie, l'Australie ou le Royaume-Uni. Notamment grâce à ses territoires du Pacifique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et l'île de Clipperton, qui est une possession française, même si elle est inhabitée. La France possède donc un immense potentiel situé dans sa zone économique exclusive qu'elle pourrait librement exploiter sans avoir à demander une quelconque autorisation. La France a mis en place, depuis le Grenelle de la mer en 2009, a mis en place une stratégie grand fonds marin en 2015, qui a été actualisée en 2020 pour 5 ans. Et cette stratégie grand fonds marin était très, très clairement orientée mines sous-marines, sans ambiguïté, même s'il y avait des éléments aussi de conservation de l'environnement, etc. Mais c'était vraiment ça, le noyau dur de cette stratégie, mise en place en 2020 et finalement, réfuté en quelque sorte par le président français tout récemment. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Une position de la métropole qui s'accorde finalement à celle défendue depuis plusieurs années par ses territoires d'outre-mer. Mais la France reste pour une partie de la population océanienne un pays colonisateur auquel il est difficile de faire confiance. Les deux arguments, en quelque sorte, contre la mine sous-marine, c'était Nauru et Mururoa. Nauru, parce que c'était l'exemple type d'une île qui avait été dévastée par l'exploitation des phosphates. Et Mururoa, pour d'autres raisons, ce n'est pas une affaire minière, c'est une affaire d'essai nucléaire, parce que c'était un exemple extrêmement emblématique pour les gens des mensonges de l'État. Et dans beaucoup d'îles du Pacifique, la question de l'exploitation des grands fonds marins est donc autant un enjeu économique qu'un enjeu politique, voire identitaire. À Wallis et Futuna, une autre façon de réagir par rapport à son histoire, c'est que beaucoup de Wallisiens et de Futuniens sont venus en Nouvelle-Calédonie pour migrer, pour le travail en particulier, et qu'ils ont beaucoup travaillé sur mine. Donc ils ont vu deux choses différentes et un peu contradictoires. En fait, ils ont vu d'une part les dégradations causées par l'extraction minière, surtout jusqu'aux années 90-2000, à une époque où il y avait très peu de garde-fous en matière de régulation environnementale. En même temps, ils ont vu que la ressource minière, ça pouvait être aussi un levier pour les partis politiques kanaks pro-indépendantistes, un levier pour construire une émancipation et une indépendance. Les grands fonds marins sont-ils un nouvel Eldorado qui permettra la transition énergétique ? Ou un futur naufrage pour la planète et donc l'humanité ? En tout cas, remuer le fond des océans semble surtout soulever un nuage d'inquiétude et d'incertitude.